Donc j'ai intitulé mon exposé « Troubles spécifiques de l'apprentissage et neurosciences », avec l'idée et l'objectif finalement de montrer comment les neurosciences nous aident à comprendre ce que sont les troubles spécifiques de l'apprentissage et donc quelque part d'aider les soignants et les pédagogues auprès de ces enfants parce que je suis convaincu que la première étape pour répondre à un besoin, c'est déjà de cerner la problématique de l'enfant et en comprendre pourquoi il a des difficultés. Je vais me permettre de faire une rapide introduction nécessaire pour pouvoir vous amener là où je le souhaite, c'est-à-dire prendre l'exemple de la dyslexie et, si j'en ai le temps, de la dyscalculie, pour vous montrer ce que nous ont apporté, puisque c'est ce qu'on m'a demandé de faire, les travaux des neurosciences ces dernières années dans la compréhension de ces troubles. Et donc, cette rapide introduction, je me servirai d'une part, par exemple, des données issues des journées de la défense et de la citoyenneté qui nous donnent un aperçu de l'importance des jeunes en difficulté face à la lecture et aux mathématiques, avec des pourcentages selon les années, selon le sexe, selon l'apprentissage sur lequel on se focalise, qui oscillent entre, là si je prends ces données-là de 2013 et 2017, qui oscillent, on va dire, entre 16 et 23%, et qui ne sont pas très différentes de cette étude plus ancienne, européenne, qui mettait en avant 16 à 24% d'enfants sont en difficulté scolaire. Et donc parmi ces enfants en difficulté scolaire, certains présentent, et ce n'est pas les moins nombreux, comme vous pouvez le voir, des troubles spécifiques de l'apprentissage. Donc les troubles spécifiques de l'apprentissage sont bien évidemment qu'une des causes des difficultés scolaires. Ces troubles spécifiques de l'apprentissage ont une particularité principale qui est celle de leur persistance au cours de la vie. Et donc là, j'illustre ce propos avec des travaux de la famille Sevitz aux États-Unis qui montrent que lorsqu'on suit longitudinalement des sujets dyslexiques, l'écart par rapport à la vitesse de lecture ne se comble pas avec l'âge et persiste. Ces troubles, deuxième caractéristique principale, sont en tout cas admis aujourd'hui comme d'origine neurodéveloppementale. Et donc, ces troubles spécifiques de l'apprentissage, ils apparaissent dans les classifications internationales et médicales, à côté du trouble du spectre de l'autisme, à côté de la déficience intellectuelle, à côté du trouble déficit de l'attention avec hyperactivité. Il faut avoir conscience que nos connaissances sur ces troubles, évidemment, dépendent de l'importance des fonds qui sont attribués à la recherche et de l'importance aussi, évidemment, du nombre d'études scientifiques ces dernières années. Et il y a une inégalité face à ces troubles, puisque si on compare par exemple la dyslexie et la dyscalculie, on voit qu'en moyenne, on va avoir 13 fois plus de recherches sur la dyslexie que sur la dyscalculie. Donc forcément, nos connaissances sont sans doute plus avancées dans le domaine du trouble spécifique d'apprentissage de la lecture par rapport à celui de la cognition mathématique. La diapositive la plus importante de l'introduction, c'est celle-ci. C'est un modèle qui a été introduit notamment par Uta Frith, qui est un chercheur anglais qui a travaillé sur l'autisme, mais pas que, et qui propose un modèle à plusieurs niveaux d'explication des troubles. Le niveau comportemental, qu'est-ce que j'observe en milieu scolaire, cet enfant en difficulté face à l'apprentissage de la lecture, quelles sont ses compétences ou ses difficultés au niveau cognitif, qui expliquent pourquoi il est en difficulté au niveau de la lecture, mais les fonctions cognitives dépendent évidemment du fonctionnement cérébral. Qu'est-ce que dans le fonctionnement cérébral ou dans l'architecture cérébrale est problématique? Et puis, quelles sont les hypothèses, donc dernier niveau on va dire, quelles sont les hypothèses qui expliquent aujourd'hui pourquoi ce développement cérébral n'a pas été optimum, pourquoi cette organisation cérébrale n'a pas été optimum. Et là, entrent en jeu des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux
et aussi, bien évidemment, des interactions. On a utilisé le terme ce matin, il me paraît évidemment très pertinent et important, des interactions entre ces différents facteurs qui font que ces troubles ont une étiologie forcément, je dirais, extrêmement complexe. Et qu'on ne peut pas réduire, évidemment, je le redirai avec la dyslexie, à un gène de la dyslexie, bien évidemment. Alors, si on rentre maintenant dans le vif du sujet et ne perdez pas gardez en mémoire l'avant-dernière diapositive avec le modèle d'Outafris, puisque c'est ce qui va guider l'exposé. La dyslexie, aujourd'hui, elle est reconnue comme des enfants ayant des difficultés dans l'apprentissage de la lecture en lien avec des difficultés ou un déficit dans la reconnaissance des mots, soit en termes de vitesse, soit en termes d'exactitude. Et généralement, ces enfants dyslexiques ont une compréhension orale qui est préservée, qui fait que la compréhension lecture peut être altérée si le déficit en reconnaissance des mots est important, mais si ces enfants ont compensé, ils peuvent bien évidemment accéder au sens du texte lu. Lorsqu'on est dyslexique, on a de façon concomitante et systématique des difficultés dans la transcription. Et là, vous avez l'exemple de 2 dictées issues de tests utilisés en neuropsychologie ou ici par des orthophonistes. Donc, sous la dictée, ces enfants dyslexiques, la dictée du haut, font un certain nombre de fautes qui concernent aussi bien le domaine de l'usage de la grammaire ou de la phonologie, qui va nous permettre de typologiser un petit peu le type de difficulté et qui contraste nettement avec la dictée d'un enfant en bas au développement parfaitement typique. Ces dernières années, un grand nombre d'études ont convergé, dont celle que je vous présente sur cette diapositive, notamment parce que nous avons participé à cette étude, qui est une grande étude européenne, qui a inclus plus de 1000 enfants, dyslexiques et contrôle, dans 6 pays européens différents. Le résultat de ces travaux viennent compléter ce qui était déjà dit dans la littérature, mais peut-être pas sur d'aussi grosses cohortes, que ces enfants dyslexiques sont caractérisés par des difficultés dans le domaine phonologique, dans les processus phonologiques, dans le traitement de l'information phonologique, que ce soit lorsqu'on les soumet à des tâches de soustraction de phonèmes ou que ce soit dans des tâches de dénomination rapide. Et ce, quelle que soit la transparence de la langue. Dans cette étude, nous avions donc 6 langues, des langues régulières, c'est-à-dire que la correspondance entre les graphies et les phonèmes est complète, comme le finlandais et le hongrois, des langues intermédiaires, on va dire, comme l'allemand et le hollandais, et des langues beaucoup plus opaques, beaucoup moins transparentes, comme le français et surtout l'anglais. Et quelle que soit la régularité de la langue, le déficit des processus phonologiques intervient dans les difficultés des enfants dyslexiques. Donc, si on remonte d'un niveau, au niveau cérébral, là aussi, les études en imagerie cérébrale, la technique de l'imagerie cérébrale a été révolutionnée notamment par l'arrivée de l'IRM, puisque c'est une technique non invasive qui permet des études d'imagerie structurelle, mais également fonctionnelle. Je ne sais pas ce qui se passe, et qui montre finalement que, vu le grand nombre d'études, on a pu faire des méta-analyses qui montrent que ce sont des régions situées au niveau de l'hémisphère gauche. Donc vous avez ici, en rouge, pardon, hop, le pointeur, non, je ne vais pas y arriver. Le pointeur, c'est là. Oui, ça y est. Voilà, ici, vous avez une région qui est temporo-pariétale gauche, qui dysfonctionne principalement chez l'enfant, et ici une région en bleu, temporo-occipitale gauche, qui dysfonctionne plus particulièrement chez les adultes, ces fonctions étant respectivement pour la première impliquées dans le traitement phonologique et pour la seconde impliquées dans la reconnaissance visuelle des mots. Donc on donne une explication, je dirais, cérébrale aux troubles que l'on observe au niveau
cognitif, c'est-à-dire le déficit des processus phonologiques, et qui amène à la principale théorie explicative de la dyslexie développementale, qui est encore valide, je pense, aujourd'hui, présentée ici par les travaux de Franck Ramu, qui nous dit « Le dysfonctionnement des régions hémisphériques gauche périsylviennes entraîne un défaut de construction des représentations phonologiques ou un défaut d'accès aux représentations phonologiques ». J'ai mis un point d'interrogation parce que ça, c'est encore discuté dans la littérature, mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, et qui, par voie de conséquence, va rendre à l'enfant dyslexique difficile d'établir, d'automatiser l'apprentissage des règles de conversion graphophonémique qui sont indispensables pour entrer dans l'apprentissage de la lecture. Au niveau étiologique, si je remonte d'un niveau supplémentaire, que sait-on aujourd'hui dans la dyslexie ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, les troubles dont je parle ont une étiologie multifactorielle. Les facteurs génétiques dans la dyslexie sont assez bien connus. On a identifié plusieurs gènes, une dizaine de gènes qui sont impliqués. Ce sont des gènes qui participent au développement cérébral, aux phases précoces du développement cérébral, et en particulier certains participent à la migration neuronale. Donc d'une part, on a identifié des gènes qui sont impliqués dans le développement cérébral, et d'autre part, on a identifié des facteurs environnementaux qui sembleraient jouer un rôle, comme des facteurs toxiques, le tabac pendant la grossesse, mais aussi des facteurs socio-économiques qui viennent interagir, je dirais, avec les facteurs génétiques. Il n'y a pas, encore une fois, un gène de la dyslexie, il y en a plusieurs qui créent une susceptibilité. Et c'est sur ce terrain où les enfants ont cette susceptibilité, en fonction des facteurs environnementaux auxquels ils sont exposés, ils vont développer un trouble spécifique de l'apprentissage. Il existe aussi des interactions entre les facteurs génétiques. Alors, les neurosciences permettent aussi de répondre à des questions comme est-ce que les dysfonctionnements que vous observez au niveau du cerveau de ces personnes ne sont pas le fait tout simplement que ces enfants n'ont pas été suffisamment exposés à la lecture du fait de leurs difficultés. Et je dirais non, enfin en tout cas on a des réponses dans la littérature qui montrent que lorsqu'on fait de l'imagerie fonctionnelle avant même que les enfants soient confrontés à l'apprentissage de l'écrit, c'est-à-dire des enfants qui sont à risque de développer une dyslexie parce qu'il existe des antécédents familiaux, on retrouve déjà des dysfonctionnements au niveau de l'hémisphère gauche. Alors, ces dernières années, la théorie phonologique a été un peu remise en question parce qu'elle n'explique pas l'ensemble, des, je dirais, de ce que l'on observe chez les enfants dyslexiques. Et notamment a été mis en avant des enfants qui présenteraient des troubles visio-attentionnels ou des troubles visio-spatiaux et qui rendraient compte d'un pourcentage plus ou moins important d'enfants ayant ces difficultés-là. Lorsqu'on a mené cette étude avec toujours l'équipe de Franck Ramu, on constate que lorsqu'on étudie ces différents processus de façon simultanée, finalement, les déficits visio-spatiaux n'apparaissent jamais de façon isolée, mais toujours associés. Ils apparaissent dans 28% des cas, mais toujours associés au déficit phonologique. Ce qui remet en question l'idée que les dyslexies visio-attentionnelles ou visio-spatiales seraient si fréquentes. En 2004, avec mon collègue Jean-François Desmonnet, nous avions fait une revue de la littérature publiée dans le Lancet qui montrait justement le dysfonctionnement des régions hémisphériques gauche. Pour l'écriture d'un ouvrage qui s'appelle « Les dyslexies » coordonné par Séverine Casalis, en refaisant la littérature, on constate qu'aujourd'hui, le courant de recherche va vers plutôt une disconnexion entre les régions qui étaient antérieurement ciblées comme étant impliquées dans la dyslexie. C'est ces faisceaux de fibres de substances blanches qui permettent la transmission de l'information qui dysfonctionne. Alors, les neurosciences permettent aussi et également d'évaluer les méthodes de rééducation. Et en particulier, les travaux de recherche anciens réalisés dans les pays anglo-saxons, vu la fréquence de la dyslexie, et en milieu scolaire, ont montré qu'un entraînement intensif de la conscience phonologique permettait l'amélioration des capacités de lecture, certaines étant plus difficiles, je dirais, à normaliser, mais
Par contre, des progrès incontestables étaient retrouvés dans l'activité de lecture. Les neurosciences permettent aussi de voir ce qui se passe au niveau cérébral lorsqu'on rééduque de façon intensive des enfants. C'est-à-dire que les neurosciences apportent un éclairage sur la plasticité cérébrale après rééducation. Là, vous avez un exemple qui montre qu'après rééducation intensive de 8 semaines, les régions réputées comme étant sous-activées au niveau de l'hémisphère gauche reprennent un niveau d'activation normal et les régions qui compensaient au niveau de l'hémisphère droit, au contraire, se désactivent. Donc on voit bien qu'on peut agir, rien n'est irrémédiable bien évidemment, et qu'on peut agir avec ici la remédiation à une réorganisation cérébrale qui persiste 1 an après l'effet de l'entraînement. Donc, pour arriver à la fin, et je me concentrerai donc que sur la dyslexie au vu du temps qu'on m'a dit qu'il me restait, je dirais que il existe un certain nombre maintenant d'études longitudinales concernant la dyslexie, allant jusqu'à l'âge adulte et même au milieu d'un âge adulte avancé, puisque là, ce sont des études qui se passent entre l'âge de 10 ans et des adultes de 49 ans, pour celle d'Olfson en 2015, où on voit que la majorité de ces enfants, de ces sujets, sont capables de compenser, de mener des études supérieures, même si le temps d'apprentissage est plus long. On constate que certaines choses persistent, et donc il faut en être conscient, la lenteur en lecture, la dysorthographie, et on constate aussi que parmi les facteurs prédictifs du niveau d'orthographe à 44 ans sur l'étude de Mogan, vous avez le niveau d'orthographe à 14 ans, donc ça veut dire que les choses ne changent pas beaucoup ensuite, mais vous avez aussi le niveau social de la famille, on a déjà un petit peu parlé, les facteurs environnementaux, et vous avez aussi l'exposition à la lecture, ce qui veut dire que encourager un enfant dyslexique à lire n'est pas une aberration, ne pas le forcer, certes, mais l'encourager à lire est plutôt quelque chose qui apparaît comme positif pour la suite. Donc je passe sur la dyscalculie, parce que je ne veux pas m'étendre. Il y avait quelques diapos qui disent des choses un peu moins développées, mais assez similaires, pour arriver sur la diapositive de conclusion, c'est-à-dire que les neurosciences apportent ou construisent des modèles pour comprendre, des modèles théoriques pour comprendre les pathologies cérébrales en intégrant évidemment la dimension développementale, puisque nous sommes face à des enfants, qui précisent les mécanismes cognitifs qui sont altérés, donc permettent à la fois de cibler les rééducations, mais aussi à la fois sans doute donnent des pistes aux pédagogues. Elles permettent de déterminer des biomarqueurs à partir des nouvelles techniques d'imagerie cérébrale, et en fait elles peuvent aussi valider des programmes de remédiation. Voilà, je m'arrêterai là.